Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces du somptueux palais de Saint-Cloud, édifié à l'époque où Versailles sort de terre. Le château de Saint-Cloud fut tour à tour demeure princière, royale et impériale. Le château de Saint-Cloud sera entièrement détruit lors du siège de Paris de 1870, demeurant uniquement les jardins actuels. Vous voulez en connaître plus sur le domaine de Saint-Cloud? Venez avec moi. Au XVIe siècle, sous le règne de Charles IX, les Gondis, riches bourgeois originaires de Florence, viennent s'établir à Paris. Sur un coteau surplombant la Seine, ils font bâtir une spacieuse maison de campagne, entourée de 12 hectares de jardins en terrasse. Au siècle suivant, Philippe, duc d'Orléans et frère de Louis XIV, devient propriétaire du domaine de Saint-Cloud. De vastes travaux de reconstruction et d'embellissement sont entrepris. Dès lors, jusqu'au funeste incendie de 1870, Saint-Cloud s'impose comme l'une des demeures les plus fastueuses du royaume de France. La richesse des décorations intérieures, la subtile ordonnance classique des bâtiments, ainsi que le raffinement des jardins suscitent l'admiration de l'Europe entière. Princes, rois et empereurs se succèdent à Saint-Cloud, aux côtés du duc d'Orléans qui donne au château son faste et sa renommée. Henriette d'Angleterre, sa première épouse, puis la princesse Palatine, qui est l'épouse en seconde noces, réside jusqu'à leur mort dans ce palais somptueux. En 1785, le duc d'Orléans, qui ne porte pas encore le surnom de Philippe l'Égalité, vend Saint-Cloud à la reine Marie-Antoinette. Après la Révolution, le palais est utilisé comme résidence par tous les souverains et jusqu'à Napoléon III. 20 ans après l'incendie de 1870 qui le détruit de fond en comble, le château est rasé. C'est à Saint-Cloud qu'Henriette d'Angleterre, épouse de Monsieur, pousse son dernier souffle. Délaissée par son mari, elle bénéficie de l'amitié du roi Louis XIV, qui lui confie, l'année de sa mort, une importante mission diplomatique auprès de son frère Charles II. Le 29 juin 1670, la duchesse d'Orléans, Henriette d'Angleterre, est radieuse, malgré une petite douleur sur un côté qui dure depuis quelques jours. Elle vient tout juste de rentrer d'Angleterre, où elle a mené à bien des négociations entre son pays natal et la France. Pourtant, après avoir bu une tasse de chicorée, Henriette d'Angleterre est prise d'atroces douleurs qui ne feront que s'amplifier dans la soirée. D'après la duchesse, le mal dont elle souffre est pire que les douleurs provoquées par l'enfantement. Monsieur, son époux, ne paraît pas s'alarmer devant l'état de sa femme, quand soudain, Henriette d'Angleterre s'écrie qu'on l'a empoisonnée. Philippe d'Orléans, son mari, demande alors qu'on donne à boire à un chien la même chicorée qu'a bu son épouse. Madame Desbordes, première femme de chambre de Henriette d'Angleterre, annonce que c'est elle qui a préparé le breuvage et que par conséquent c'est à elle de prouver qu'il n'y a aucun poison dedans. Après s'être versé un peu de la chicorée dans un verre et l'avoir bu, Madame Desbordes se porte toujours aussi bien. À l'inverse, la duchesse d'Orléans est au plus mal. Les médecins qui se pressent au chevet de Madame tentent de la rassurer et annoncent au duc d'Orléans que son épouse n'est pas en danger. Ils préconisent seulement une saignée. Toujours souffrante, Henriette d'Angleterre aurait même déclaré qu'elle se tuerait sur l'heure pour en finir avec tant de douleur, si elle n'avait pas été catholique. Le contrepoison qu'on l'on donne à Madame la fait vomir, mais le mal persiste. À 11 heures du soir, Louis XIV arrive au chevet de sa belle-sœur. Depuis quelques heures, Henriette d'Angleterre n'a plus d'espoir et sent qu'elle est perdue. Elle se permet alors d'annoncer au roi, « Sire, la première nouvelle que vous aurez demain sera celle de ma mort. » Devant Philippe d'Orléans, Henriette d'Angleterre a ces mots. « Hélas, monsieur, vous ne m'aimez plus, et il y a longtemps. Mais cela est injuste, car jamais je ne vous ai trahi. » Henriette d'Angleterre meurt vers 2h30 du matin, le 30 juin 1670, 9 heures après avoir commencé à se sentir mal. Dès le XVIIe siècle, l'attention portée au jardin et aux jeux d'eau fait du parc de Saint-Cloud l'un des plus beaux du monde. Le père du régent, Philippe d'Orléans, qui porte le titre de monsieur, n'aura de cesse d'agrandir son domaine, qui, des 12 hectares initiaux, lors de son acquisition en 1658, dépasse les 400 hectares en 1701. Bientôt, le jardin descend jusqu'à la Seine et son aménagement, malaisé en raison d'une forte pente,
constitue l'une des prouesses d'André Le Nôtre. Le paysagiste réussit en effet à tirer avantage de la forte déclivité du terrain, terrasses, grands axes et quadrillages savants produisent des perspectives surprenantes et des effets pittoresques. De nombreux plans d'eau viennent éclairer ce vaste espace de verdure et les bosquets de buis. Ainsi, la large perspective de l'orangerie aligne de nombreux bassins, dont celui des 24 jets et celui de la Grande Gerbe. La grande cascade, dessinée par le pâture vers 1660, est constituée de jeux d'eau complexes qui font l'orgueil de monsieur. À la fin du siècle, Ardoin-Mansart fait édifier une seconde cascade à proximité de l'ensemble impressionnant, s'étageant sur près de 200 mètres. L'architecte réaménage également le bassin initial situé devant le château qui devient l'actuel bassin du Fer à cheval. Le fils du régent Louis de Bourbon, homme vertueux et iconoclaste, aime la démesure, où son père a mené une vie de plaisir. En 1734, il fait reconstruire la grande cascade et organise une grande fête en l'honneur de cette restauration réussite. La reine de France, Marie Lidinska, qui mène depuis son mariage avec Louis XV une vie discrète et retirée, y passe une soirée charmante. Lorsque Louis XVIII revient en France en 1815 après la seconde abdication de Napoléon Ier, le nouveau souverain fait bâtir des écuries et charge l'architecte Hurtaud de dessiner un jardin à l'anglaise. Situé sur la colline de Montoux, le chantier des jardins est achevé sous Charles X. Les 460 hectares de jardins sont aujourd'hui encore soigneusement entretenus. L'ordonnance des jardins de Le Nôtre a été conservée et recréée dans les parties que la végétation avait pu envahir. De nombreux chantiers de restauration ont été entrepris depuis le classement du parc par l'admiration des monuments historiques. Depuis la défaite de Napoléon III et du maréchal MacMahon à Sedan le 1er septembre 1870, les armées prussiennes avancent inexorablement sur Paris. Bientôt, le siège de la capitale commence. Cantonnés au château de Saint-Cloud, situé sur les hauteurs de Paris, et qu'ils occupent dès le 19 septembre, les troupes de Guillaume Ier et du chancelier Otto von Bismarck bombardent la capitale. Les batteries françaises regroupées au Mont Valérien ne tardent pas à prendre Saint-Cloud pour cible. Très vite, un obus touche le château et provoque un incendie qui gagne rapidement l'ensemble des bâtiments. Les somptueux décors partent en flammes et ce qui peut être sauvé du château ne tarde pas à être pillé. En 1892, la carcasse de ce qui fut l'un des plus somptueux palais de France est rasée. Comme on l'a vu, le château et les jardins de Saint-Cloud sont entièrement tournés à la gloire de la famille des ducs d'Orléans, pour rivaliser avec Versailles des rois de France. À notre époque, seuls subsistent les magnifiques jardins entretenus avec soin et rigueur, comme du temps du duc d'Orléans. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.